Bon, lundi à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter, ou plutôt, je vais vous présenter une stratégie psychologique que j'appelle la stratégie de David Hogan. Vous vous souvenez de David Hogg, impliqué dans la tragédie de la fusillade de Parkland? Bien sûr que oui. Eh bien, il semble que Turning Point USA adopte désormais cette stratégie de David Hogging du public. Et je voulais être clair, c'est carrément manipulateur et j'en ai vraiment assez. Franchement, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que le CEO de TP Action, Tyler Boyer, s'est lancé dans une petite frénésie sur X. Je ne le recommande pas et cela a ensuite été mis en avant par Alex Clark, qui anime une émission là-bas sur Instagram. Et je pense qu'il est donc juste que nous reportions notre attention sur eux. Alors, bienvenue à nouveau, Candice. Laissez-moi vous présenter les choses autrement. Je vais vous donner un autre scénario. Si, à cet instant même, McDonald's annonçait publiquement que leur PDG démissionnait et qu'ils allaient le remplacer par quelqu'un d'autre, personne ne s'en soucierait, n'est-ce pas? Il n'y aurait aucune indignation publique à ce sujet. La personne moyenne ne sait même pas qui est actuellement le PDG de McDonald's. Mais, pour vous donner un autre scénario, si, tout à coup, McDonald's annonçaient qu'ils allaient supprimer le Big Mac, qu'ils allaient changer leurs frites et qu'ils allaient se débarrasser de leurs nuggets de poulet, il y aurait probablement une réaction à cela. Les gens seraient plutôt en colère. Cela deviendrait probablement tendance. Et c'est parce qu'en réalité, personne ne se soucie vraiment de la structure de l'entreprise. Mais si vous changez les éléments du menu, cela change réellement la substance de l'entreprise pour les gens. Un exemple très récent de cela, d'ailleurs, c'est le scandale Cracker Barrel, qui était hilarant, mais c'était une bonne leçon pour tout le monde, non? Les dirigeants de Cracker Barrel ont joué avec le feu et ils ont vite compris que ce vieil homme sur le logo, ce vieil homme inanimé avec le cracker et le tonneau, avait en réalité plus de signification pour le public que toute leur division d'entreprise. Ils étaient prêts à tout abandonner simplement parce qu'ils s'étaient débarrassés du vieil homme et de son tonneau. J'évoque cela seulement pour dire que j'ai vu plusieurs organisations politiques ces dernières années, surtout quand l'argent commence à affluer, n'est-ce pas? Il y a comme une arrogance qui s'installe et ils commencent à se bercer d'illusions en croyant qu'ils sont plus intelligents que leurs clients, qu'ils sont plus intelligents que leur public pour ainsi dire, non? Comme si la magie résidait en fait dans la structure de l'entreprise. Le public, je veux être très clair, va ressentir l'ambiance très rapidement. Le public est intelligent, il est perspicace, il va sentir quand quelque chose ne va pas. Et plus vous essayez de les convaincre que leurs impressions ne sont pas réelles et qu'elles sont imaginées, plus il devient évident pour eux que leurs soupçons sont fondés. Il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, pour continuer avec la même analogie, Charlie Kirk était en quelque sorte le vieil homme du logo Cracker Barrel. Les gens étaient attachés à Charlie Kirk. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune compréhension définitive de ce qui s'est passé le jour où il a été assassiné. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que les fédéraux nous mentent. C'est évident. C'est flagrant. Si vous êtes capable de réfléchir, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de très louche dans l'histoire qui a été présentée au public. Et je pense que ce que le public ne comprend pas, et je m'inclus dans le public, c'est pourquoi il semble que les dirigeants de Turning Point USA, et je dis bien semble, ne sont même pas vaguement intéressés à remettre en question ce récit officiel. Ils ne semblent pas vouloir le contester publiquement, du moins. En fait, je crois que c'est un ancien utilisateur qui l'a fait remarquer. Il l'a dit assez crûment en disant « Donc ils veulent qu'on pardonne à Tyler Robinson, mais qu'on attaque les personnes qui essaient de résoudre le meurtre de Charlie Kirk. » C'est pas normal, ça. Ça ne semble pas juste. Ça ne donne pas une bonne impression. Des menaces de poursuites judiciaires. Nous rassemblons des preuves. De quoi parle-t-on au juste? Et je veux dire que ce qui me dérange particulièrement, ce sont les micro-mensonges. Il semble qu'il se soit soudainement mis à raconter des micro-mensonges, de toutes petites déformations, de petites demi-vérités qui, dès le départ, paraissent complètement inutiles. Ça me fait vraiment me demander qui protège-t-il exactement? Vous verrez souvent qu'eux et d'autres influenceurs invoquent Terrica comme raison.
qu'il n'est pas approprié de poser des questions. Ce n'est tout simplement pas approprié alors qu'Erika est encore en deuil que vous posiez des questions et je vais simplement vous répondre avec un peu de bon sens. Quel genre de veuve ne voudrait pas que les gens enquêtent sur l'assassinat de son mari? Elle ne l'a pas explicitement dit, mais les influenceurs l'invoquent, n'est-ce pas? Ils invoquent le fait que, voilà, ce n'est pas approprié en ce moment que les gens posent des questions. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'ils nous font un David Hogg, d'accord? On pourrait aussi prendre un autre exemple, quelqu'un de la droite, Kyle Khrushchev. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que lorsqu'une tragédie survient et que nous sommes émus, nos émotions sont à vif. Moi en particulier, je pense que c'est la première fois où je n'ai pas vraiment réussi à contrôler mes émotions. Je commence à peine à sortir de la phase de deuil. Il y aura alors des gens qui essaieront de vous manipuler, n'est-ce pas? Ils essaieront de vous manipuler en utilisant cette stratégie qui consiste à dire « Eh bien, ce serait vraiment mal. Ce serait vraiment mal de ta part de creuser sous cette couche ou de poser une question à ce sujet. » Et tu sais, ce serait vraiment une injustice envers l'héritage de Charlie Kirk. Si tu l'aimais vraiment, alors tu ne devrais pas faire ça, d'accord? Parce que la tragédie vient juste d'arriver. Et ils ont fait ça, David Hogg. Tu n'as pas le droit de remettre en question David Hogg comme s'il était soudainement devenu une autorité. Et peu importe ce qu'il disait, on nous disait en quelque sorte par les journalistes que tout cela avait parfaitement du sens et qu'il devait aller à Harvard. Et tu sais, évidemment, dans la mesure où quelqu'un souffre et survit à une fusillade dans une école, je suis avec toi. Et je pense que c'est tout à fait juste. Mais ensuite, quand tu vas au-delà, on commence à avoir l'impression que tu nous manipules émotionnellement et que tu essayes de faire taire des gens qui ont des questions, des critiques ou des préoccupations légitimes. Cette stratégie, comme je l'ai dit, a marché sur moi au début. J'ai été complètement manipulée par ça. Et je me disais que même si je savais qu'ils racontèrent des petits mensonges, je devais juste l'accepter et plutôt concentrer toute mon attention sur le fait de décortiquer les mensonges fédéraux. Mais tu sais quoi? Ce week-end, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Mentir, point final, c'est bizarre. C'est bizarre après une tragédie. C'est étrange après la perte de quelqu'un que tu prétends être ton meilleur ami, quelqu'un dont tu es si proche. Pourquoi raconter des micro-mensonges à propos de cette personne? Et en fait, en exposant ces mensonges, cela pourrait peut-être révéler un tableau plus large. Parce que qu'est-ce qui pourrait motiver ça? Qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver ça? Maintenant, je vais vous donner juste un exemple ici et on va aborder des choses assez explosives, si je suis franc. Mais un exemple sur lequel j'ai retenu ma langue il y a quelques semaines, c'est quand des influenceurs se sont soudainement mis à m'attaquer de façon virulente, vraiment en mode attaque totale, simplement parce que j'ai mentionné très naturellement, vous qui regardez la série, que les catholiques espéraient que Charlie allait franchir le pas et se convertir. Je suis catholique. Qu'est-ce qui serait mal à partager cela? Tout le monde partageait ses histoires sur Charlie et les conversations qu'ils avaient avec lui. Mais pour une raison, le fait que Candace dise « je vais résumer », c'était 2 phrases. Charlie traversait des changements spirituels vers la fin. Les catholiques espéraient qu'il franchirait l'étape suivante parce qu'il priait le rosaire. Je n'ai jamais dit qu'il s'était converti, car ce n'est pas le cas. Cela aurait été malhonnête. Mais les gens étaient quand même vraiment en colère. Quelqu'un a clairement appuyé sur le bouton panique. Soudainement, une multitude de vidéos ont été réalisées pour contester ce récit. Les gens y allaient, je connaissais Charlie, et il était véritablement évangélique jusqu'au bout des ongles. Blablabla. Bla, 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 bla. Et je tiens à vous dire que tout semblait coordonné. Ça paraissait faux. Cela me semblait inutile, mais surtout c'était faux. Bon, ce n'était pas vrai. Et je vais vous révéler d'autres vérités afin que vous puissiez les contextualiser. Charlie assistait à la messe chaque semaine. Il assistait même parfois à la messe tous les jours. Il n'allait pas à l'église du pasteur Rob McCoy. Comme je l'ai déjà mentionné, oui, il priait le rosaire. Charlie, en fait, portait la médaille de Saint-Michel lorsqu'il est mort, d'accord? Comme cela a déjà été rendu public, Erika a emmené un évêque catholique avec elle pour prier sur son corps le jour de sa mort. Ce sont tous des faits incontestables. Et il est également vrai, comme l'a présenté Megyn Kelly, que quelques semaines avant sa mort, Erika avait fait venir un prêtre pour prier sur eux lorsque des sorcières ont cru drôle, peu importe, de lui jeter un sort. D'accord, cela fait beaucoup de choses qui se passaient en coulisses.
Et les gens de Turning Point USA savaient que ces choses étaient vraies. Ils savaient tout ce que je viens de partager avec vous. Ils le savaient avec certitude. J'ai donc été un peu étonné quand Andrew Colvett et Alex Clark sont également intervenus dans cette tentative inauthentique de dissuader l'idée que Charlie s'adoucissait envers le catholicisme. Pour moi, cela ressemblait simplement à de la haine pure envers les catholiques, sans aucune raison. Voici ce qu'ils ont dit. Je vais vous rafraîchir la mémoire, je veux que vous écoutiez ceci. Dans le contexte de tous les détails supplémentaires que je viens de vous communiquer, d'accord, écoutez. Était-il en train de se convertir au catholicisme? Non, mais il aimait beaucoup le catholicisme. Masse. Il adorait le rituel. Il adorait la beauté des vieilles églises catholiques et de leurs vitraux. Et lui et Erika y allèrent parfois. Ouais. Eh bien, Erika est catholique depuis sa naissance, mais elle a fini par me ressembler un peu. J'ai grandi dans la religion catholique, j'ai fait ma première communion et j'ai fréquenté un lycée catholique. Mais ensuite, je suis finalement devenu chrétien à l'université grâce à une église protestante, dans une expérience plutôt non confessionnelle. En fait, c'était presbytérien. Et puis, c'est devenu un peu non confessionnel. Et je pense qu'Erika suit un peu le même chemin. Elle et moi partageons cela. Aussi, au fait, je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'elle a déjà publié une photo d'elle, Charlie, et les enfants à la messe. Et quelqu'un dans la section des commentaires a demandé « Oh, est-ce que vous vous convertissez ?» Et elle a répondu « Non, on aime juste y aller de temps en temps. » Donc elle-même avait dit non. Oui, et je pense que Charlie, l'une des choses, c'est que Charlie détestait vraiment prier dans un gymnase, tu sais, ou dans un genre d'espace neutre qu'on transforme en église. Il n'y a pas de problème. Il n'avait pas de problème avec le fait de faire ça. Il n'aimait juste pas ça. Et il adorait encore une fois le rituel, l'aspect ancien, tu sais, d'une messe catholique et le fait que partout dans le monde, tous ceux qui priaient étaient catholiques. Il adorait vraiment ça. Donc, il avait de vrais blocages théologiques à ce sujet. Vous pouvez aller voir les vidéos où il débat avec Michael Knowles, tu sais, pour s'amuser. Je veux dire, ils étaient de très bons amis, mais ils aimaient débattre de toute la question protestantisme contre catholicisme. Maintenant, étant donné tout ce que je viens de partager avec vous, est-ce que cette conversation vous semble totalement et complètement authentique ou plutôt comme une tentative de dire « ouais, non, il aime l'architecture des choses ». Mais au-delà de ça, il ne se passait rien. Genre, ce n'est pas totalement honnête et pour moi, ça sonnait un peu comme une sorte de couverture. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce qu'on essaye exactement de cacher? Ce n'est pas comme si je faisais partie d'un gang catholique. Je n'essayais pas de relancer une guerre de 30 ans. Je partageais simplement les échanges que j'avais eus avec lui. Et là, j'ai eu l'impression que soudainement, plein de gens se précipitaient pour affirmer que son héritage n'était surtout pas catholique. Catholique, tu vois? Genre, il était super méga judéo-chrétien. Et ironiquement, c'est justement sur le judéo-christianisme que je le questionnais personnellement en privé. Et je lui parlais des pressions politiques liées à cela, de la façon dont, à cause de l'année dernière, j'avais l'impression que ça ressemblait plus à une secte qu'à une véritable théologie, religion ou dimension religieuse. Et c'est en février de cette année quand, sans prévenir, c'est lui qui m'a envoyé un message en disant « Je suis désolé » et il a dit « Le catholicisme me paraît de mieux en mieux en février 2024 ». C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir cette discussion. On devrait discuter bientôt. Le catholicisme a l'air de plus en plus attrayant. D'accord. Je lui ai alors montré un graphique qui illustrait comment l'expression judéo-christianisme est en réalité vraiment associée à la naissance de la nation d'Israël, n'est-ce pas? Et nous en avons discuté. Nous en avons beaucoup parlé. Et comme je l'ai dit, j'étais ravie et j'étais sincère qu'il assiste à la messe. Mais je veux redire que Charlie n'assistait pas à l'église de Rob McCoy. Il allait à la messe. Donc, cela m'a de nouveau semblé quelque peu malhonnête lorsque le pasteur Rob McCoy est intervenu et m'a en quelque sorte demandé d'arrêter de creuser tout ce qui s'est passé avant l'assassinat de Charlie Cook. Ou du moins, me demander de mettre cela en pause serait une interprétation plus juste, au moins jusqu'à la cérémonie commémorative. Je vais vous rafraîchir la mémoire ici. Voici ce que le pasteur Rob McCoy a écrit sur son Instagram après que j'ai révélé la désormais célèbre réunion des Hamptons qui a eu lieu. Il a écrit ceci, « Charlie Kirk était mon ami et j'étais son pasteur. Je veux simplement dire ceci à propos de Candace Owens.
Charlie Kirk était un ami pour Candace et n'a jamais parlé d'elle en mal publiquement, même s'il n'était pas d'accord avec elle. Il n'a jamais colporté ni prêté attention aux ragots ou aux insinuations concernant Candace. Mon seul commentaire sur Candace est « Je souhaite qu'en ces moments de deuil, elle soit pour Charlie l'ami qu'il a été pour elle. » Il n'aurait jamais agi ainsi envers Candace ou sa famille si cela lui était arrivé. Les vrais amis s'aiment toujours. Je tiens à être très clair. Si Charlie était un ami à moi, j'espère vraiment que si j'étais assassiné devant le monde entier, il ferait tout pour découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ce n'est pas ça, être un ami. Un ami n'est pas quelqu'un qui reste silencieux quand le gouvernement fédéral raconte des mensonges. Ce n'est pas un ami. Et encore une fois, c'est de la manipulation émotionnelle. La famille ne veut pas que vous découvriez qui l'a réellement tué. La famille ne veut pas que vous enquêtiez sur ces choses, sur qui le poussait dans l'ombre. Ce n'est tout simplement pas bon pour la famille. Ça me dérange, je dois être honnête avec vous. Ça me dérange vraiment. Je n'aime même pas que, pour un œil non averti, il donne l'impression de se représenter lui-même ou de représenter Charlie comme un membre actuel de son Église. J'ai l'impression que cette année, j'ai souvent eu le sentiment que ces pasteurs sont juste pas aussi honnêtes qu'ils devraient l'être, n'est-ce pas? C'est l'impression que tu as. Comme si beaucoup de pasteurs ne se souciaient pas vraiment de la vérité, c'est ce que je dirais. On devrait se concentrer ici sur Rob et ses motivations. Non? Pourquoi a-t-il publié cela après que j'ai révélé la réunion dans les Hamptons? Tu devrais savoir, la plupart des gens le savent, que son fils et sa belle-fille travaillent tous deux pour Turning Point USA. Donc, que tu veuilles le reconnaître ou non, ils ont un intérêt financier dans l'avenir de l'entreprise. Ils dirigent la division foi. Donc, la foi de Charlie et la direction qu'elle prenait auraient vraiment de l'importance, non? Cela aurait vraiment de l'importance si Charlie, et je n'ai jamais dit qu'il allait le faire, décidait un jour de devenir catholique. Cela aurait des implications financières, je vais être clair. Je n'ai jamais eu de conversation disant que Charlie était en train de se convertir, d'accord? Mais Rob, en particulier, savait avec certitude que Charlie en avait fini avec le harcèlement d'Israël à son égard. C'est ce qui me dérange tant chez cet homme. Le fait qu'il laisse passer ses gros titres, le pasteur de Charlie s'exprime, tu sais, détruit Candace à cause de ce qu'elle a dit, peu importe, je n'aime pas ça. Il savait et d'autres savaient que Charlie en avait fini avec le harcèlement d'Israël à son égard. Et je vais maintenant vous présenter la preuve de ce que j'avance. Il s'agit d'une véritable conversation de groupe qui a eu lieu 2 jours avant l'assassinat de Charlie Kirk. Il y avait 9 personnes au total dans cette discussion, y compris Charlie et Rob McCoy. Je vais protéger les noms des 7 autres pour l'instant. Pour être clair, il se peut que je révèle un nom chaque jour cette semaine, mais je veux vous montrer ceci parce qu'il suffit de dire que Rob McCoy faisait partie de cette conversation par message, et je pense que cela aide à le contextualiser en tant que personne, à mon avis, qu'il m'attaque pour avoir dit la vérité sur la pression qu'il subissait. Regardez. Alors Charlie écrit dans ce groupe de discussion « Je viens de perdre un autre grand donateur juif, 2 millions par an, parce que nous ne voulons pas annuler Tucker. » Je pense à inviter Candace. Quelqu'un écrit « Pfff ». Charlie écrit « Les donateurs juifs alimentent tous les stéréotypes. Je ne peux pas et ne vais pas me laisser intimider de cette façon, ce qui ne me laisse d'autre choix que de quitter la cause pro-Israël. » Et quelqu'un écrit, un donateur écrit, « S'il vous plaît, n'invitez pas Candace. Cela peut donner une satisfaction à court terme, mais ce n'est pas bon à long terme. À mon avis, comme dans tous les groupes, il y aura une grande diversité d'opinions. Ce libre arbitre que Dieu nous a donné rend parfois la vie frustrante. Une fois la poussière retombée, peut-être. » Donc encore une fois, cela se passe 48 heures avant que Charlie ne soit assassiné. Il a été très clair et explicite et il n'a pas reculé ni lors de cette réunion dans les Hamptons sur laquelle ils mentent tous, ni dans ce fil de messages. Je ne vais pas révéler les noms des 7 autres. En fait, tu sais quoi? Je ne suis plus d'accord avec moi-même il y a 4 secondes. Ajoutons Josh Hammer, il est sur cette discussion. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser?
D'accord, maintenant que je vous montre cela et que je vous prouve que les conversations étaient réelles, je veux que vous réfléchissiez et il m'a fallu beaucoup de patience pour supporter les mensonges qui étaient tissés et les déformations de la part de personnes qui faisaient semblant que j'étais simplement, en train d'inventer des histoires sur Charlie et la pression qu'il subissait, les attaques auxquelles non seulement moi, mais aussi Tucker Carlson, Megyn Kelly ont dû faire face pour avoir essayé de se lever et de dire la vérité sur ce que Charlie traversait réellement. Mais pourquoi entendez-vous cela de ma part, de Tucker Carlson et de Megyn Kelly? N'est-ce pas étrange? Vous avez des gens qui animent une émission. Est-ce qu'ils ont, ne serait-ce qu'une seule fois, fait preuve d'honneur en disant « Vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable, certains de ces donateurs qui ont rendu sa vie infernale ces dernières semaines. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? » Il y avait aussi un rabbin dans cette discussion. Pourquoi personne n'a-t-il fait ce pas, au moins pour confirmer ce que j'ai dit sur ce qu'il traversait? Pour moi, c'est très suspect. Je vais être franc, je trouve ça suspect. Cela me fait penser que, de la même manière que Charlie subissait des pressions à cause de l'argent, vous pourriez maintenant être dirigé par ce même argent, que ces mêmes donateurs pourraient vous contrôler pour redresser la barre et vous concentrer sur l'éloge de Charlie comme quelqu'un qui n'a jamais flanché. Jamais. Pas une seule seconde, il n'a douté de la cause israélienne. Maintenant, ils veulent que nous croyions soudainement que la meilleure façon d'honorer Charlie, c'est de nous taire. C'est exactement le contraire de ce pourquoi il a littéralement donné sa vie. Répondre aux questions, c'était le tournant. Répondre aux questions, c'est ce qu'il faisait à la seconde même où il est mort. D'accord? Et nous ressentons tous spirituellement la même chose. Alors je vais juste le dire, ils ne font pas leur deuil correctement. Ce n'est pas à nous de décider comment les gens font leur deuil. Mais je dirais sans équivoque que vous ne devriez pas faire votre deuil en mentant ou en manipulant. En mentant ou en manipulant la réalité. Juste tous, d'accord? Vous ne devriez pas faire votre deuil en mentant et en manipulant le public. Ils veulent nous faire croire que la seule façon de soutenir et d'honorer l'héritage de Charlie, c'est de donner notre argent. Mais il ne serait pas approprié que nous essayions de découvrir qui l'a tué et pourquoi les fédéraux mentent. Nous devrions plutôt faire confiance aux fédéraux et excuser leurs petits demi-mensonges qu'ils racontent en chemin. Alors, à ce sujet, ils essaient sans cesse de faire croire qu'il est tout à fait normal que, 4 minutes après que Charlie ait été abattu, quelqu'un de leur équipe se soit précipité nerveusement pour récupérer les cartes SD, en particulier celle de la caméra située derrière la tête de Charlie. Et cela parce qu'à ce moment-là, ils essaient de faire passer pour normal le fait que son instinct ait été de monter sur la chaise de Charlie pour en fait violer une scène de crime. Mais aussi, de façon mystérieuse, de simplement retirer la carte SD de la caméra, n'est-ce pas? Non seulement ils font semblant que c'était tout à fait normal, mais en plus ils présentent cela comme s'il s'agissait d'un acte héroïque. C'était comme un acte franc et réfléchi à accomplir à ce moment-là, et que toute personne qui utilise ses propres yeux et trouve cela peut-être un peu suspect ne fait que se livrer à des théories du complot. C'est exactement ce qu'a communiqué Andrew Colvett. Lorsqu'il était assis en face de Tucker Carlson, qui animait l'émission de Charlie, et heureusement, Tucker Carlson a immédiatement réagi avec une approche bien plus sensée. Écoutez plutôt. Au fait, il y a juste une autre théorie du complot que je voudrais éteindre ici. L'un de nos chers amis, qui était littéralement avec nous depuis le tout début et qui aimait Charlie comme un frère, a pris les cartes SD de la caméra. Après coup. Et il y a toutes ces vidéos complotistes qui se demandent pourquoi il a pris les cartes SD. Eh bien, tout d'abord, elles sont en possession du FBI. D'accord. Ce n'est pas comme s'il les avait prises et s'était enfui avec. Ensuite, je lui ai personnellement demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et il m'a regardé, et voici sa réponse. Il a dit « Parce que je sais que les gens peuvent être mauvais. » Et il ne voulait pas que ces images soient récupérées par quelqu'un. Il y avait des vidéos de gens après l'incident qui venaient de voler des casquettes sur la table. Je veux dire, je suis tellement reconnaissant qu'il ait fait ça et que ce soit son instinct. Il dit « Ça me déprime de savoir que c'est pour ça que j'ai fait ça. » Mais je savais que je devais protéger ces images parce que je voulais... Enfin, tu sais, tu filmes en 4K, tu vois. Donc, je suis vraiment content qu'il ait fait ça. Mais Charlie connaissait l'existence du mal.
puis-je dire, je pense que les gens peuvent ressentir l'existence du mal. Et juste pour dire un mot de sympathie envers les personnes qui essaient de comprendre tout ça et qui arrivent à de mauvaises conclusions. Je pense qu'elles sont motivées, pour la plupart, par une intention pure. Je pense qu'elles ne font pas confiance aux autorités. Elles ont toutes les raisons de ressentir cela, je le sais de façon certaine. Pas l'administration Trump en général. Tu vois, on n'est pas... Tu sais, il y a eu beaucoup de mensonges et ça a érodé la confiance. Ce n'est pas de leur faute. En réalité, ce sont eux les victimes. Bien, Merci pour... cela dit. Ouais, merci Tucker d'avoir dit ça. Et c'est la raison pour laquelle Tucker est si important, car il a cette perspective. Il comprend, en gros, ce que pense la personne moyenne dans cette situation. Et le citoyen lambda regarde ça et pense que c'est louche. Et, tu sais, dire qu'il y a eu ce moment déchirant où tu étais inquiet parce que des gens volèrent des affaires sur la table, mais aussi tu as pris la carte SD et pas la caméra très chère, ce qui est étrange si tu t'inquiétais du vol, peut-être que tu aurais pris la caméra. Mais plus important encore, il dit que ce sont les fédéraux, qu'il l'a donné aux fédéraux, non? Maintenant, il n'insinue pas, évidemment, qu'ils n'ont pas les images. Turning Point a bien les images. C'est très clair, j'ai vu en partie les images, ce qui veut dire qu'elles sont bien rentrées à la maison. Ou peut-être qu'ils les avaient déjà à la maison parce qu'ils enregistraient en direct, peu importe. C'était diffusé en direct. Mais ce qu'il a dit contredit en fait ce que Tyler Boyer est sur le point de dire, ce qu'il a dit ce week-end. D'accord. Tyler Boyer, comme je l'ai dit, est le directeur des opérations de Turning Point Action. Et il s'est lancé dans une sorte de frénésie, la pire des frénésies, une frénésie sur Twitter, pour défendre l'organisation. Il pensait les défendre contre l'opinion publique pendant ce temps-là. Il réfute ce qu'Andrew Colvett dit à propos des cartes SD. Andrew dit que l'employé de Turning Point était inquiet d'un vol, mais Tyler affirme en réalité qu'il avait reçu pour instruction de sécuriser les cartes SD avant que le campus ne soit confiné. Voici maintenant le tweet pour que je puisse vous le montrer. Quelqu'un a dit que la manipulation émotionnelle et assimiler à tort l'examen minutieux à un discours de haine ne fonctionneront pas ici. Toi et Colvett avez admis que le personnel avait trafiqué les caméras et que la preuve vidéo la plus cruciale dans l'assassinat politique le plus important depuis des décennies, Caché Mason, avait l'air coupable. Et Tyler a rétorqué « Le gars n'a rien trafiqué du tout. Si, il l'a fait. C'est une scène de crime. » Les agents des forces de l'ordre leur ont demandé de les remettre immédiatement pour qu'elles ne se perdent pas dans la confusion avant de mettre tout le monde en confinement. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce que Tyler disait n'est pas vrai. J'ai parlé à cette personne de Turning Point, comme je vous l'ai dit, et il n'a jamais mentionné une seule fois que des policiers. Je lui ai explicitement demandé « Pourquoi as-tu retiré les cartes SD, en particulier de la caméra à l'arrière ?» Et la réponse qu'on m'a donnée ressemblait davantage à ce qu'a dit Andrew Colbert. J'étais bouleversée. Je savais que Charlie était mort. Et mon instinct, m'a-t-il dit, a été de m'assurer que je sécurisais les images. Pour qu'Erika n'ait pas à le revoir. Il ne voulait pas qu'Erika ait à le voir et à le revivre. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Rien à propos des policiers. Personne n'a jamais entendu des policiers leur demander de sécuriser les images avant le confinement, jusqu'à ce que Tyler Boyer tweete ce week-end. Je n'aime pas ça, d'accord? Je n'aime tout simplement pas ça. Maintenant, pour être juste, Tyler précise qu'il répond à tous ces tweets ou X, peu importe comment on doit les appeler, parce qu'il y a eu des gens, dit-il, qui ont carrément accusé l'organisation d'être impliquée dans le meurtre de Charlie. Il ne précise pas quand ni où cela s'est exactement produit. Je pense que les gens ont l'impression que tu manques d'honneur en ne remettant pas en question le récit, mais je n'ai lu personne qui les ait explicitement accusés de meurtre. En fait, les tweets auxquels il répond me semblent tous plutôt justes, à mon avis. Maintenant, concernant les images manquantes du campus, il y a un utilisateur qui a supplié Tyler de déposer une demande FOIA et cet utilisateur a écrit ceci. S'il te plaît, je t'en supplie, concentre-toi sur l'obtention des images de sécurité de la séquence avant le saut du bâtiment Losey, où l'on peut voir Robinson en position et corroborer l'histoire. Genre, fais une demande FOIA, récupère ces images, reste simple. Et il répond en disant « Les gars, il y a des images de caméras partout sur ce campus que la police possède, en plus de toutes les caméras que nous avions. Ils ne les publieront probablement pas avant le procès. Maintenant, il y a juste un problème avec ce récit, non.
S'ils ont toutes ces images et qu'ils ne les publient pas simplement parce qu'ils le veulent, ils s'inquiètent juste du procès, ils veulent s'assurer de gagner le procès. Ce qui ne va pas avec ce récit, c'est la chasse à l'homme qui a eu lieu. Si effectivement ils disposent de tonnes d'images provenant de tous ces angles différents, et certaines en 4K, ce qui est le cas, c'est pour cela que nous disons depuis le premier jour que les fédéraux mentent, alors la première fois que ces images auraient dû être utilisées, c'était pendant la chasse à l'homme de 33 heures, non? Pourquoi n'ont-ils pas publié plus d'images à ce moment-là, n'est-ce pas? S'ils étaient vraiment intéressés à attraper le tueur, pourquoi n'ont-ils publié qu'une image floue alors qu'il y a, comme il l'a mentionné, des images partout, sur tout le campus, chaque centimètre carré? Sommes-nous censés croire honnêtement qu'à ce moment-là, leur raisonnement, en pleine chasse à l'homme, était « Eh bien, ne publions pas trop d'images, à part une image floue, parce que… » Je sais qu'on ne l'a pas, mais au cas où on l'aurait, quand on l'aura, on veut s'assurer de pouvoir le juger en ne diffusant pas les images, ce qui n'a aucun sens, soit dit en passant. Je pense que c'est ce qui arrive quand une entreprise perd son, comme South Park l'a taquiné, maître débatteur. Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Ces gens-là ne pourraient pas gagner un débat sur un campus universitaire sans Charlie. D'accord, parce qu'en réalité, si diffuser les images… D'accord. Si diffuser des images claires de ce qui s'est passé ce jour-là signifie que vous allez perdre au tribunal, cela signifie probablement que la personne que vous essayez de poursuivre en justice n'a rien fait. Et si, d'une manière ou d'une autre, il est disculpé par les images, si vous dites « j'ai diffusé la vidéo où on le voit sauter au centre et je le montre en train de tirer », mais que cela le disculpe totalement, alors vous vous êtes trompé de personne, non? Avoir plus d'images, examiner plus d'images et examiner plus de preuves devrait incriminer davantage Tyler Robinson. Cela devrait aussi grandement contribuer à faire taire ces soi-disant conspirations. C'est du bon sens, comme je l'ai dit au début. Publiez les images que vous avez en votre possession. Ce n'est pas comme si seuls les fédéraux avaient ces images. Publiez les images, car alors les gens passeront à autre chose que ces soi-disant conspirations. Donc, tout ce qu'ils disent en ce moment n'a aucun sens. Et ils ne sont pas plus intelligents que le public, n'est-ce pas? Et Turning Point ne survivra pas à ce genre d'attitude. Insultes, menaces de poursuite, traiter les gens de possédés par des esprits démoniaques simplement parce qu'ils posent légitimement des questions sur l'assassinat politique le plus médiatisé depuis JFK. Ça ne va tout simplement pas marcher. Conseil RP gratuit. Ça ne va pas marcher. Je veux aussi vous montrer une dernière chose, parce que je suis vraiment stupéfait par l'audace de m'attaquer ainsi. qu'Alex Clark m'interpelle en partageant sur son profil quelque chose de faux. Avant cela, je vais passer la parole à nos sponsors. D'abord, Preborn, car j'ai vu des proches être diabolisés pour avoir défendu la vérité. J'ai moi-même ressenti l'injustice, mais aussi le courage. J'en ai fini de jouer sur la défensive. Je pense que nous ne devrions pas édulcorer ce en quoi nous croyons pour le rendre acceptable, car le silence n'est pas de la gentillesse, mais un consentement. En ce moment, le plus grand silence concerne les vies interrompues avant leur premier souffle. Si nous voulons nous appeler défenseurs de la vie, nous devrions agir ainsi en toutes circonstances. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, la vérité, l'amour. 28$, c'est le prix d'une échographie gratuite pour une femme en crise qui envisage un avortement. Pour seulement 28$, vous pouvez l'aider à découvrir la vie en elle. Vous pouvez lui dire une vérité que la culture ne dira pas. Ne ratez pas ça. N'attendez pas. Soyez audacieux, clair, pro-vie. Rendez-vous dès maintenant sur preborn.org Candice. Donnez 28$. Vous pouvez aussi donner 10 fois ce montant si vous le pouvez. C'est la ligne à tenir. Défendons la vérité et ce qui est juste. Sauvons des vies de l'avortement et restons fermes dans l'Évangile. Encore une fois, c'est preborn.org Candice. Offrez une échographie pour 28$. Je veux parler du navigateur Comet AI. Vous passez beaucoup de temps sur le web. Combien de temps passez-vous à cliquer, chercher, faire défiler, taper avec des onglets sans fin? C'est beaucoup. Maintenant, il y a un navigateur web IA créé par Perplexity qui s'appelle Comet. Il change votre navigation.
Utiliser Comet, c'est comme avoir un assistant personnel dans votre navigateur web, capable d'agir pour vous sur Internet. Oui, il agit vraiment sur Internet, pas seulement vous donner des réponses. Vous pouvez demander à Comet d'écrire, de chercher, de faire défiler pour vous. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il élimine le chaos des soirs de semaine et le transforme en quelque chose de simple et sans stress. Vous pouvez faire des recherches sur les dîners, comment organiser vos repas, en seulement quelques clics. Je reçois des plans de repas adaptés aux préférences familiales. Comet commande et livre vos courses à domicile. Il peut aussi faire du shopping, réserver des restaurants, organiser des voyages, résumer des contenus, envoyer des emails, planifier des réunions et plus pour vous faciliter la vie. Reprenez le contrôle de votre temps en ligne. Téléchargez le navigateur web de Perplexity. Comet, laissez-le travailler pour vous, pas l'inverse. Allez voir sur pplx.ai/Candice. Encore une fois, c'est pplx.ai/Candice. Enfin, je veux vous parler de la Wellness Company, car saviez-vous que la plupart du bleu de méthylène vendu en ligne actuellement est en réalité de la même qualité que celui utilisé dans les aquariums, ce qui est plutôt dégoûtant? Vous devez faire attention aux flacons de mauvaise qualité, non testés pour les métaux lourds et fabriqués à l'étranger. Vous pouvez cependant faire confiance aux recharges de la Wellness Company, un complément formulé par des médecins qui combine du bleu de méthylène en poudre avec du NAD+ et du PQQ. Ce bleu de méthylène est de qualité USP, ce qui garantit une pureté de premier ordre pour une sécurité et une efficacité maximale. Ce n'est pas le genre de produit douteux que vous trouverez sur Amazon. Recharge est formulé avec des ingrédients validés pour améliorer la fonction cérébrale, la réparation cellulaire et soutenir une énergie durable. Profitez d'un soutien pour rester énergisé, concentré et résilient toute la journée. Choisissez une formule fiable conçue pour votre corps. Ressentez la différence avec clarté, énergie, concentration et protection contre le déclin cognitif. Et non, cela ne rendra pas votre langue bleue. Rendez-vous sur twc.health/Candice et utilisez le code Candice pour profiter de 15% de réduction et livraison gratuite. Comment honorer Charlie? Bien sûr, vous honorez Charlie en faisant un don à Turning Point USA et en vous taisant tout en faisant confiance aux fédéraux. Ne remettez rien en question parce que ce n'est tout simplement pas bien ou peu importe. Vous ne devriez même pas remettre en question les choses que Charlie remettait en question. La propagande est lancée. J'ai été vraiment agacée hier soir en parcourant tout ça. Quelqu'un m'a identifié et a dit « Tu as vu, Alex Clark a publié quelque chose et a essayé de faire croire que j'avais menti à propos du nouveau département Doge alors que j'ai littéralement partagé l'email de Charlie. » Ils utilisent même ce genre de truc que j'appelle de la bouillie chrétienne, d'accord? Parce que ce qu'ils vous servent, c'est, eh bien, si vous êtes un bon chrétien, vous ne devriez pas faire ça. C'est comme s'ils disaient que c'est démoniaque. Tu es possédé par un démon. Si tu veux poursuivre la vérité, littéralement, personne n'a jamais dit ça à part Satan en personne, d'accord? La vérité, c'est la vérité. C'est toujours approprié. Un autre de ces arguments qui circulent, c'est que les gens font ça pour les clics. Ils sont motivés par l'argent. Est-ce que vous comprenez les dizaines de millions de dollars que Turning Point USA a gagnés dans les 2 semaines qui ont suivi l'assassinat de Charlie Crook? C'est insensé de suggérer que si un type au hasard sur YouTube fait 1 million de vues en parlant de balistique, ce qui est arrivé à de nombreux passionnés d'armes qui ont fait des vidéos sur la balistique et ont atteint 1 million de vues, que ce soit d'une certaine manière immorale parce qu'ils vont peut-être gagner 10 000 $ s'ils continuent comme ça pendant tout un mois. C'est vraiment insensé. Il faut vraiment manquer de culture financière pour penser que c'est immoral. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Si vous avez un petit compte et que, d'une manière ou d'une autre, vous obtenez 1 million de vues parce que vous avez dit la vérité, alors tant mieux pour vous. D'accord? Ne les laissez pas vous faire honte. Faire ça pour les clics. Oh non, leur compte parle de balistique tout le temps. C'est désormais juste un assassinat politique, le plus médiatisé de tous les temps, et les gens veulent comprendre chaque aspect. Alors, on clique et on regarde ces personnes qui semblent vraiment savoir de quoi elles parlent, surtout. En l'absence de toute vérité venant des soi-disant autorités. Alors, qu'est-ce qu'on est censé croire?
que la chose la plus morale serait que nous nous comportions comme des employés de Turning Point USA. Vous savez, Alex Clark qui me critique, c'est une blague? Est-ce que je devrais faire comme elle et il aurait été plus moral pour moi d'inviter le Wall Street Journal, littéralement une semaine après que Charlie ait été assassiné, pour prendre des photos? Moi, en bottes hautes, debout au-dessus de son mémorial au bureau, comme la veillée commémorative à l'extérieur où les gens viennent se recueillir et déposer des fleurs et des cadeaux, parce que c'est exactement ce qu'Alex Clark a fait. J'ai trouvé ça malsain, j'ai trouvé ça dégoûtant. Je n'ai rien dit car chacun fait son deuil à sa façon. Mais il faut que j'arrête de dire ça. Il faut que j'arrête de dire que tout le monde fait son deuil à sa façon. C'est l'article qui a été publié le 18 septembre. Donc, on peut supposer qu'ils l'ont au moins photographié un jour et interviewé un jour plus tôt. C'est ça, c'est en étant indulgent. Donc, c'était fait. Au plus tard, encore une fois, une semaine après que Charlie a été assassiné. Encore une fois, regardez ça, affichez ça. Je vais afficher cette photo parce que je veux juste regarder la photo. C'est littéralement elle en train d'être prise en photo devant les cadeaux que les gens déposent pour Charlie. Mais peut-être que c'est retouché? Ça n'en a pas l'air pour moi. Même si c'était retouché, je deviendrais fou. Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait laisser ça sortir et penser que c'est acceptable s'il connaissait Charlie. Je n'ai même pas pu parler à la presse cette semaine-là. En fait, je n'ai toujours pas parlé à la presse à propos de Charlie Kirk. Je n'ai même pas accordé une seule interview à propos de Charlie Kirk parce que ça me mettait mal à l'aise. Je me concentre simplement sur l'enquête concernant son meurtre. Bref, je veux lire un petit extrait de cet article. Encore une fois, publié le 18 septembre, Alex Clark s'apprêtait à se rendre à l'aéroport pour un voyage professionnel afin de célébrer le premier anniversaire de son podcast lorsqu'elle a appris la nouvelle. Son patron, Charlie Kirk, avait été abattu. Elle dit, je cite, « La toute première pensée qui m'est venue à l'esprit a été « Je suis tellement heureuse que Charlie connaissait Jésus », raconte Clark, 32 ans, qui anime le podcast Maha Friendly Culture Apothecary, Returning Point USA. La deuxième pensée a été « Que va-t-il se passer maintenant ?» Et la troisième pensée a été « Dieu merci, Trump est président ». Je ne sais pas. Et toi? Des gens dans le monde entier ne connaissaient même pas Charlie. D'accord. Troisième pensée, Dieu merci, Trump est président. Genre MAGA, t'es parti en mode MAGA? T'as fait genre, je suis content qu'ils connaissent le Seigneur, puis MAGA? Qu'est-ce qu'on rate ici? Est-ce que, genre, ça te semble normal tout ça? Elle ajoute qu'elle félicite le directeur du FBI, Kash Patel, et son adjoint, Dan Bongino, pour leur leadership dans la traque du suspect. Ce qui est fou, c'est qu'on les a en poste à cause de Charlie, a dit Clark. Donc, honorer les fédéraux, petite photo rapide dehors, et aussi MAGA à fond. C'est genre, désolé, je comprends, chacun fait son deuil différemment, d'accord? Mais pas comme ça. La dernière pensée que j'ai eue alors que j'ai passé des jours à pleurer, d'accord, à avoir du mal à sortir physiquement du lit, à me sentir comme une mauvaise mère, c'était « Mince, je suis vraiment contente que Donald Trump soit président. » Je ne me sentais pas comme ça. En fait, j'étais en colère. Je me souviens m'être sentie en colère quand Trump a essayé de faire une publication en même temps que Bibi Netanyahou, puis a publié une photo de Charlie avec un drapeau israélien en arrière-plan. J'étais vraiment en colère à ce sujet. Je me suis dit, Burke, c'est dégoûtant. N'as-tu donc aucune dignité ni respect? Publier une photo de cette famille, tu sais, essayer déjà de semer des graines dans l'esprit des gens, comme s'il était mort pour Israël, qu'il aimait tellement Israël que ce serait approprié, surtout dans le contexte que je viens de te lire, c'était dégoûtant. Mais bref, je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui nous critiquent pour avoir enquêté sur le meurtre ne se critiquent pas eux-mêmes et ne se remettent pas en question. Bref, Alex a décidé de partager une demi-vérité totale, un coup de com', sur un autre tweet de Tyler Boyer où il répond à quelqu'un qui demande si Charlie va recréer un département Doge. Nous l'avons présenté au public. Nous avons montré le courriel interne, la note de service interne qui a été diffusée. C'était Charlie, dans ses propres mots. Nous avons montré tout le courriel.
Je n'ai pas lu le paragraphe où il annonçait Justin Strife comme directeur des opérations, mais nous avons lu tout le document sur le département Doge. Voici ce que Tyler dit. Elle a pris une phrase et a inventé quelque chose. TPUSA n'effectue pas d'audit chaque année, elle l'a toujours fait. Charlie cherchait constamment des moyens de rendre tout ce que nous faisons plus efficace. C'est ça, TPUSA. Cela fonctionne 8 fois plus efficacement que toute autre organisation similaire. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé quand j'ai partagé un courriel et que Charlie a dit qu'il voulait créer un nouveau département Doge? Pourquoi l'appellerait-il nouveau s'il le faisait chaque année? Et waouh, quelle prévoyance vous aviez en tant qu'entreprise qui existe depuis environ 10 ans, ou peut-être plus, que vous faisiez du Doge depuis le début? Non, tu mélanges tout et c'est malhonnête. C'est malhonnête. L'audit n'a strictement rien à voir avec Doge. L'audit, c'est ce que les 501(c)(3) sont censés faire. Faire appel à un auditeur indépendant et s'auto-auditer, sinon l'IRS va vous harceler. Maintenant, lorsque vous vous auto-auditez, je vous garantis que la Fondation Clinton s'auto-auditait chaque année. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Cela veut simplement dire que vous faites les choses dans les règles du point de vue du gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption au sein même de votre organisation. C'est la raison d'être d'un département Doge, du moins selon ce qu'Elon Musk a dit. Personne, lorsqu'il a créé Doge avec un vague Ramaswamy, ne pensait à cela. Qu'il y allait pour voir s'ils enfreignaient les lois de l'IRS. Non, je pense qu'il y est allé pour repérer les dépenses inutiles et voir où allait l'argent, où allaient nos impôts. C'est l'impression que j'ai eue, donc il compte sur notre illettrisme financier, encore une fois, sur le fait que nous ne comprenons pas comment cela fonctionne. J'ai partagé un avocat spécialisé en 501(c)(3) avec eux. Donc, je l'ai rencontré dans ses bureaux avec Charlie et elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle disait que vous aviez un auditeur indépendant. Je pense que pour les organisations d'une certaine taille, la loi impose un audit annuel si vous êtes une 501(c)(3). Ce sont les États qui déterminent cela. Mais présenter les choses ainsi, comme si tout était transparent, certaines personnes vont s'accrocher à ça coûte que coûte. En réalité, dans les grandes entreprises, on finit par trouver de la corruption. Et j'entends certaines choses. D'accord, beaucoup de sous-traitants. C'est quelque chose que l'on peut faire, ce n'est qu'un exemple. C'est parfaitement légal, mais totalement immoral. C'est si vous externalisez des millions de dollars à des sous-traitants et que vous touchez des pots de vin. Ce n'est qu'un exemple. D'accord. Donc, je prends de l'argent auprès de donateurs, puis je montre que je paye un sous-traitant qui ne travaille pas pour Turning Point USA, mais ce sous-traitant me reverse ensuite de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ce serait quelque chose qui n'alerterait pas l'IRS, mais qui attirerait l'attention d'un PDG et d'un département juridique s'il commençait à examiner où l'argent est dépensé. J'espère que cela clarifie les choses. Maintenant, pour changer un peu de sujet, je ne parle pas souvent, voire jamais, de mon parcours de foi parce que je suis encore en chemin. Et je ne veux pas faire d'erreur ou me tromper. Et d'une certaine manière, je ressens une sorte de pression. Je n'ai pas envie de décevoir les catholiques parce que je ne sais pas tout. Et je préfère que les personnes qui sont catholiques depuis toujours s'expriment sur certains sujets, car je suis encore un étudiant. Mais je tiens à dire qu'un indice majeur pour moi, indiquant que le non-dénominationnalisme ne me convenait plus, est survenu à cause de questions politiques. Quand j'ai essayé d'exprimer certaines questions sur l'État moderne d'Israël, j'ai été confronté à ce que je ne peux décrire que comme un comportement sectaire. Vous le voyez en ce moment, n'est-ce pas? Des judéo-chrétiens après des judéo-chrétiens qui font des vidéos, c'est comme un comportement de secte. On ne peut pas partir, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule façon de sortir d'ici. Des gens citent les Écritures pour en réalité servir ce qui m'est apparu comme étant simplement leur vision politique. Et oui, des gens acceptent de l'argent pour faire ça. Pour rester correct, ce n'est pas illégal, mais vous prenez de l'argent et acceptez des voyages gratuits. Quelles sont vos motivations? Si vous citez les Écritures pour défendre Bibi Netanyahou, vous êtes un imposteur. Bien sûr, vous êtes un imposteur. Et si en plus vous acceptez de l'argent pour faire ça, vous êtes pire qu'un imposteur. Bref, je veux vous montrer ce clip que quelqu'un m'a envoyé. C'était un sermon donné par un pasteur le 21 septembre 2025. Il n'est pas nécessaire de nommer le pasteur judéo-chrétien, n'est-ce pas? Je n'essaie jamais de leur mettre la pression parce qu'en réalité, je pense que ce qu'ils font est important, car je découvre tous ces sermons parce que leurs fidèles me les envoient, n'est-ce pas?
Il y a la CIA dans leur propre congrégation et des gens y vont, et moi, j'ai arrêté d'y assister ce jour-là parce que j'ai compris que quelque chose n'allait pas ici. Je veux que vous écoutiez les paroles de ce pasteur, car vous pourriez vous aussi vous sentir inspiré à reconnaître que quelque chose ne va pas. Et je veux aussi être clair ici, ce n'est pas tous les pasteurs, il est juste pour moi de le dire. Mais les pasteurs qui ont une forte tendance politique, il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord. Pour introduire cela, le titre de son sermon est « Qu'est-ce qui t'a souillé ?» Et il a décidé, pour ce sermon en particulier, de s'inspirer de la lettre de Paul aux Corinthiens, et le passage biblique précis qu'il cite est le chapitre 7, verset 1. Et il est écrit dans la Bible, « C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons ces promesses, purifions-nous de tout ce qui souille le corps et l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous n'avez pas besoin d'être prêtre ou pasteur pour réfléchir en ce moment concernant ce que vous pourriez percevoir comme le sens de ce passage. Il est probablement en train d'y réfléchir. Ouais, c'est important. Corps, esprit. Ce à quoi vous ne pensez probablement pas, c'est que cela a un lien avec Megyn Kelly. Vous ne pensez pas que Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens pour prouver quelque chose sur Megyn Kelly, mais il va y arriver. Voilà comment ce passage y parvient. Il va vous l'expliquer. Écoutez. Pourquoi est-ce que j'évoque ce sujet? Parce que je regardais une interview de Tucker Carlson avec Megyn Kelly, et voici ce qu'ils ont dit. Tous les moins de 30 ans en Amérique sont contre Israël. La génération plus âgée ne l'est pas, parce que nous avons vu la guerre des 6 jours en 1967. Il n'y avait pas de récit aussi répandu qu'aujourd'hui, avec des gens insensés qui sont tellement trompés comme Candace Owens ou Nick Fuentes, et les jeunes avalent tout ça. Et ils changent leur philosophie en fonction de ce que disent ces personnes qui ne font pas ce qu'elles prêchent. Ne fondez pas votre idéologie à moins que quelqu'un n'ait une Bible ouverte. C'est de là que doit venir votre idéologie. Sinon, vous allez finir comme cette maman hippie qui serre les arbres dans ses bras. C'est ça. J'essaye de sauver ses enfants pour qu'ils ne se fassent pas mordre par un serpent à sonnette et qu'ils ne meurent pas. Et elle s'inquiète pour un habitat alors qu'elle sait très bien qu'elle n'accueillerait jamais de serpent à sonnette chez elle. Et nos idéologies, quand on y réfléchit vraiment, ont été façonnées par une société qui ne fonde pas tout ce qu'elle croit sur la parole de Dieu. Et je vous mets au défi aujourd'hui. Si j'ai dit quelque chose que vous pensez être faux, apportez votre Bible et montrez-le-moi. Parce que si jamais j'ai tort, je veux vraiment le savoir, absolument. Défi relevé. Défi relevé. Vraiment, écoutez, loin de moi cette idée. Je ne suis pas séminariste. Je ne pense vraiment pas que c'est ce que Paul voulait dire. Je ne pense pas que ça concernait Nick Fuentes. Traitez-moi de fou. Je sais que vous le faites le dimanche. Mais je ne pense pas que ça concernait Nick Fuentes et Candace Owens et l'État moderne d'Israël créé. Encore une fois, je peux me tromper. Je suis ouvert, comme toi, à l'idée d'avoir tort, mais il y a quelque chose de tellement fondamentalement répugnant, et j'espère que vous serez d'accord, dans le fait d'utiliser la Bible pour justifier ses propres diatribes personnelles, d'utiliser la Bible pour justifier pourquoi on attaque quelqu'un, de prêcher un sermon comme ça, lancer juste un podcast. Tu peux être comme moi, non? Je ne suis pas là à dire « ouvrez votre Bible ici et vous êtes, vous savez, souillé et blablabla ». Et ce que ça signifie vraiment, c'est que ce tournant, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyablement maléfique là-dedans. Il a un petit moment ici quand il conclut ses arguments à mon sujet sur lequel je veux revenir parce que je commence à me rendre compte, je ne pense même pas qu'il sache ce que souiller veut dire, en fait. Écoutez ça. Vous devez aller vers le Seigneur et dire « Qu'est-ce qui m'a souillé ?» Espérons que certains d'entre vous qui ont été souillés par la nation d'Israël, parce que vous avez été dans une chambre d'écho de Nick Fuentes et Candace Owens, que cette souillure vous a maintenant quitté et que vous allez les bloquer parce qu'ils sont contre ce que dit l'Écriture.
Qu'est-ce qui te souille? Qu'est-ce qui te souille? Alors, Je pense que ce qu'il dit, si je veux être charitable ici, c'est qu'il suggère que d'une certaine manière, tu seras sauvé si tu me bloques sur Insta. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est quoi ça? Je vais te dire ce que c'est. C'est complètement hérétique d'un point de vue théologique, mais c'est aussi complètement déséquilibré. C'est juste déséquilibré. Il a l'air déséquilibré. C'est comme si tout dépendait du fait qu'il arrive à faire passer son message. Alors il ouvre juste sa Bible, pointe un verset, le balance et dit ce qu'il veut. C'est essentiellement moi sur IM, quand j'étais en 4e, à choisir des citations sur peu importe ces sites de citations, et à les balancer dans mon message d'absence. Il n'y a aucune logique ni raison à ce qu'il fait. C'est un sentiment qu'il a, qu'il veut exprimer et justifier en utilisant une citation hors contexte, sans même comprendre pourquoi elle a été dite ou ce passage biblique écrit. C'est faux et aussi dérangé. Tout ce qui se passe en ce moment pour continuer à justifier ce que fait l'État d'Israël actuel, l'État moderne d'Israël qui n'a rien à voir avec l'ancien Israël, l'Israël biblique, c'est... Ils essaient maintenant de nous censurer, d'essayer de contrôler notre parole. Ils sont en train de tuer des enfants. Et donc, plus vous défendez cela et prétendez que c'est ce que Dieu veut, plus vous vous exposerez, n'est-ce pas? Plus vous vous exposez. Même ce titre est fou. C'est sorti comme leur TikTok dont nous avons déjà parlé, l'équipe de modération, comme des soldats de Tsahal et Bibi Netanyahou disant « Nous prenons le contrôle de TikTok ». Mes agents vont obtenir ça lors d'un achat. C'est ce qui doit arriver pour que nous puissions gagner, annonçant essentiellement une guerre psychologique contre le peuple américain, parce qu'ils pensent que nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes et décider qui nous voulons suivre sur X, tout seul. Apparemment, ils vont interdire l'emoji de la boîte de jus, n'est-ce pas? Parce que les gens, comme ils ne peuvent pas parler de l'État moderne d'Israël, ont utilisé le jus de pomme parce que juice peut ressembler à juice en anglais. Et donc, ils modèrent ça maintenant. Et je vais dire ceci. Ça va être drôle parce que ça va juste devenir un jeu de tap-taupe. Et tout ce qu'on peut faire, c'est en rire parce que ces gens sont malins. Ces TikTokers sont genre, ils sont plutôt malins sur Internet. Quelqu'un va annoncer genre, utilisons plutôt cet emoji. À partir de maintenant, ceci représente l'État moderne d'Israël. Et avant même qu'on s'en rende compte, il n'y aura plus aucun emoji autorisé sur TikTok. En fait, ce serait drôle. La chose la plus drôle qu'il pourrait faire en ce moment, c'est qu'à chaque fois que tu veux parler d'Israël sur TikTok, utilise le mot TikTok et vois si TikTok va bannir TikTok de TikTok. C'est comme ça qu'on gagne. Genre, si ça arrive, on a gagné. D'accord? On pourra rire éternellement du fait qu'on a fait bannir TikTok par TikTok parce que TikTok est en réalité un code. C'est réel. L'état moderne de TikTok. C'est ce que je veux que vous fassiez parce que ce serait vraiment drôle. Et il faut vraiment qu'on s'amuse parce que ça devient complètement fou. On doit vraiment s'amuser, continuer à sourire, à rire et à être des guerriers heureux pour la vérité. Parce que Charlie a toujours cru qu'il fallait être un guerrier heureux. C'est juste un fait. Bref, les amis, laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos sponsors du jour avant de passer à vos commentaires. D'abord, je veux vous parler de Pure Talk. Notre société fonctionne grâce aux libertés garanties par le premier amendement. Les Américains devraient pouvoir s'exprimer librement sur l'honnêteté, la famille et les valeurs traditionnelles sans subir de représailles, principe que Pure Talk soutient fièrement. Ils sponsorisent mon émission, ce qui me permet de partager la vérité avec vous chaque jour. Pour soutenir des marques pro-liberté et pro-américaines, passez chez Pure Talk. Vous aurez une excellente couverture 5G sur un réseau fiable et sécurisé. Les forfaits commencent à seulement 25 $ par mois, ce qui vous permet d'économiser. Pure Talk soutient l'emploi américain et les petites entreprises. Si vous avez une petite entreprise, vous pouvez économiser tout en profitant d'un service. Soutenez ces valeurs. Visitez puretalk.com Owens pour changer d'opérateur. Encore une fois, c'est Pure Talk et vous économiserez 50% supplémentaires sur votre premier mois. puretalk.com Owens dès aujourd'hui. Je voulais vous parler des soins de la peau Nimi, car il y a une raison pour laquelle nous aimons l'automne. L'air frais, les feuilles qui changent, cette saison de transition.
Mais c'est aussi une période difficile pour la peau. Après l'été, avec le vent d'automne, elle peut sembler fatiguée, sèche, terne. Si votre peau a perdu son éclat, je vais partager ma solution préférée, que vous connaissez déjà, les soins de la peau Nimi. Nimi garde ma peau nette, ferme et lumineuse, quelle que soit la météo. Sa routine anti-âge en 3 étapes protège parfaitement contre les changements de saison. Enrichie d'ingrédients puissants et prouvés cliniquement, elle restaure la barrière cutanée, essentielle pour lutter contre l'air sec de l'automne et stimule la production de collagène pour atténuer les ridules. Elle hydrate en profondeur et illumine le teint, redonnant à la peau son éclat d'été. Je les aime car ils sont fabriqués aux États-Unis, dans un univers dominé par des marques étrangères. Nimi formule et produit aux États-Unis, offrant une qualité remarquable tout en restant fidèle à leurs valeurs, la foi, la famille et la liberté. Ne compromettez pas vos valeurs pour obtenir des soins de la peau exceptionnels avec Nimi. Vous n'avez pas à le faire. En vous préparant pour la nouvelle saison, assurez-vous que votre peau soit prête aussi. Obtenez 10% de réduction sur nimiskincare.com avec le code CANDICE10. Soutenez une marque engagée et voyez les résultats. nimiskincare.com, code CANDICE10, 10% de réduction. Je veux aussi rappeler American Financing, car le coût de la vie est devenu incontrôlable. Beaucoup comptent sur leur carte de crédit pour couvrir les dépenses essentielles. Si cette dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent plus de 1000 milliards de dollars en dette de carte de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis chez American Financing, mais hésitez car vous ne voulez pas perdre ce taux hypothécaire bas dont vous profitez. Il y a une bonne nouvelle. Ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans modifier votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire, RGLOC, à taux variable, le Smart Equity Loan offre un taux fixe pour un paiement mensuel prévisible et la tranquillité d'esprit. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser vos dettes à taux élevé, libérer votre trésorerie et garder votre taux hypothécaire bas. 10 minutes suffisent pour commencer, sans frais initiaux. Appelez American Financing pour économiser. Appelez le 807-195-1210. C'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Cameron Owens. Cameron Owens. Quelqu'un m'a envoyé un message qui disait « Candace, tu as mal prononcé ton nom ». Ils n'ont pas compris la blague de l'opération Pasteur Moqueur. Cameron Owens est mon nom de scène de pasteur quand on dit du mal de moi. J'adore ça, vraiment. Très bien, passons à certains de vos commentaires. À quoi penses-tu? Je vais avoir tellement d'ennuis, mec. Je vais quitter les ondes et on va dire « elle n'est pas, elle est juste ». Ouais, j'y suis maintenant. Je n'aime tout simplement pas ça. Je ne ressens pas la bonne ambiance et je sais que tout le monde le ressent. Je suis fatiguée de ces influenceurs qui font des vidéos ou disent tous la même chose d'une façon différente. Je pense qu'ils nous prennent pour des idiots et que tout cela se passe de façon organique. C'est juste lassant. C'est vraiment lassant. Donc, si j'ai un avis sur tout le monde pour qu'on puisse avoir un peu de vérité, alors c'est comme ça. C'est juste comme ça. Jennifer Murchison écrit « Je prie pour ta sécurité, Candice. Continue de creuser, s'il te plaît. Tu es sur une piste. Nous avons besoin de vérité. Merci, Jennifer. C'est un don très généreux. J'apprécie vraiment, vraiment cela. Merci à tous les donateurs pour leur soutien. Nous apprécions vraiment chaque geste. Merci aussi à Melissa Forberg pour sa grande générosité. J'ai passé le week-end à faire des recherches sur la Kabbale. C'était, pour le dire très modestement, terrifiant. Merci. Oui, c'est très important. Bien sûr, si vous faites partie de mon club de lecture, nous allons vraiment nous y plonger, d'ailleurs. Demain, nous commençons le livre, celui qu'ils ne veulent pas revendre, ce qui est fou. Je ne sais pas où sont les enfants de David Bakan, l'auteur du livre. Il est lui-même juif. Mais je veux juste que vous sachiez qu'il vous empêche de recevoir de l'argent. Ils ne veulent pas que le public lise ce livre, que vous pouvez pourtant télécharger et trouver gratuitement en ligne. Mais quand même, c'est assez fou qu'ils se rendent compte maintenant que les gens commencent à comprendre. Ce livre va plonger dans la Kabbale. C'est très important de le savoir. Comme je l'ai dit depuis le début, il existe différentes confessions dans le christianisme. C'est le sujet de cet épisode. Je ne comprends pas pourquoi tant d'évangéliques ont autant de ressentiment envers les catholiques. Ce sentiment n'est pas réciproque. Sincèrement, le sentiment n'est pas réciproque du côté catholique ni du côté orthodoxe.
Et donc, c'est intéressant, pour le moins. Mais de la même façon, au sein du judaïsme, il existe différentes sectes, c'est un fait. Et nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne savons pas en quoi ils croient. On se dit, eh bien, c'est le judaïsme, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il y a aussi le Talmud et la Kabbale. Et ne pas réellement étudier et comprendre toutes ces différences nous rend extrêmement ignorants et très susceptibles d'être endoctrinés dans l'une de ces religions, persuadés qu'il s'agit en fait de la science moderne, ce qui est réellement en train de se passer. Je pense qu'on vit plutôt dans une société kabbaliste plus qu'autre chose. Et je pense que ce livre que nous allons lire va vous aider à y parvenir. Vraiment, on va loin dans le club de lecture, on va vraiment loin. Donc, si vous souhaitez rejoindre le club de lecture, nous commençons un nouveau livre demain. Demain, nous aurons une introduction à ce livre. Nous allons conclure ce livre que nous avons lu tout aussi terrifiant, L'assaut contre la vérité. Les écailles vous tomberont des yeux si vous lisez L'assaut contre la vérité pour comprendre jusqu'où ils mentent pour protéger les personnes les plus maléfiques du monde. Vous devez détruire votre système de croyances à propos de Sigmund Freud et alors vous serez prêt à découvrir quelle a été la véritable contribution de Sigmund Freud et c'est justement le livre dans lequel nous allons plonger ensuite. Sigmund Freud et la tradition mystique juive, c'est le titre de ce livre de David Bakan que nous commencerons lors du club de lecture de demain. Lorraine Hulin écrit « Tu as mentionné la façon suspecte dont tant de personnes impliquées dans l'affaire de Charlie sont nouvelles dans leurs fonctions. Je vis à Dallas et j'ai remarqué qu'après la fusillade d'Ice, Daniel Como, le chef de la police de Dallas, est nouveau à ce poste. Depuis avril, on nous ment. Oui, c'est presque comme s'ils étaient des acteurs, tu vois. Tu vas juste jouer le shérif quand on fera ce truc. Tu vas jouer ce rôle et tout le monde sera tellement nouveau. C'est vraiment nul. Oui, c'est vraiment nul. Encore une fois, on a le droit de poser des questions. Expose the Truth écrit « J'ai été catholique toute ma vie et j'ai assisté une fois à une église non confessionnelle et j'ai trouvé ça gênant, comme ce pasteur dont tu as montré la vidéo. Continue de te battre pour la vérité. Je suis sûre que Charlie t'encourage depuis le paradis, qu'il prie pour toi. Tu sais, en fait, pour te dire à quel point j'étais émue après la mort de Charlie, je n'étais vraiment plus moi-même, évidemment. Mais j'étais bouleversée. J'étais presque fâchée contre mon prêtre parce que je suis allée à la messe le dimanche et je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose à propos de Charlie Kirk, ce qui n'est pas ce qu'il devrait faire. Tu peux dédier une messe à quelqu'un, mais il n'a rien dit à propos de Charlie Kirk. Et j'étais là genre « Oh, j'aime pas ça ». Et maintenant que je prends du recul par rapport à ça, j'apprécie vraiment cela. C'est justement ce que j'aime dans la religion catholique. Il n'y a pas d'orientation politique là-dedans. C'est ça que j'aime. Et je vais, tu sais, à la messe en latin et... Ce qui m'agaçait, je l'apprécie vraiment maintenant, avec le recul, parce qu'il n'y a pas la moindre trace de politique quand tu es dans la salle. Jennifer Barney écrit « Je t'admire tellement. C'est facile d'abandonner quelque chose et de suivre le courant. N'abandonne pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Merci Candice d'être notre voix. Je suis reconnaissante. Je suis vraiment tellement reconnaissante de pouvoir être votre voix. Et je suis reconnaissante que tu comprennes que lorsqu'ils m'attaquent, ils attaquent en fait des gens qui posent les questions les plus basiques. Et encore une fois, je voudrais dire que je suis tellement reconnaissante à Tucker, que je considère aussi comme l'une de nos voix. Il intervient immédiatement. Il dit « Bon, soyons justes ici. Les fédéraux ont toujours menti sur tout. Pourquoi penser que cette fois c'est différent, surtout quand ils publient ces messages textes bizarres? Je suis reconnaissante que vous me fassiez confiance pour être votre voix. Et évidemment, on est tous un peu dans la même équipe ici. C'est donc grâce aux informations que vous me donnez que je peux même en parler sur cette plateforme. Je vous dois donc, j'ai tellement de gratitude envers vous aussi. Chaque matin, je commence la journée avec de la gratitude et je dis toujours à quel point je suis reconnaissante pour la plateforme que Dieu m'a donnée et pour les personnes qui ont investi en moi simplement en regardant et en écoutant ce que je dis et en me défendant quand je ne peux pas le faire moi-même parce que je suis attaquée de toutes parts. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier. Le modérateur Marzi écrit « Rob O'Neill, l'homme qui a abattu Ben Laden, remet en question l'histoire de Charlie dans l'émission de Piers Morgan. » Par ailleurs, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France a été retrouvé mort dans un hôtel parisien. Oh non, la France, c'est incroyable. La France. Il fait chaud en ce moment, en France. La France, vous le savez déjà. Écoutez, je veux dire ceci. Assurez-vous que je lise tout ça. Oh, iBudget a aussi demandé la mise à jour sur ton visa australien. Je veux répondre à ça très rapidement.
Tes fans australiens ont besoin de toi. La Cour suprême d'Australie a entendu, je crois que ce n'est pas le nom exact, vous l'appelez autrement. Mais votre Cour suprême a entendu nos arguments et nous attendons toujours une décision, évidemment. Nous ne pouvons pas les presser dans leur décision. Donc vous serez les premiers informés dès que nous aurons une réponse. La liberté d'expression est en jeu, mais bien sûr, nous respecterons toujours la décision de n'importe quel pays. Nous n'avons jamais eu de problème, donc c'est étrange que je ne puisse pas voyager en Australie. C'est très bizarre pour moi. Tout le monde d'autre a voyagé en Australie alors qu'ils ont eu plein d'ennuis, mais c'est ça, la puissance de la vérité quand elle est dite. C'est ce qui est si incroyable. Tout l'argent du monde qu'Israël possède, l'argent qu'ils ont dépensé pour des influenceurs, des personnes ont été assassinées en essayant de les faire s'enregistrer sous Farah. Des présidents, tout ce qu'ils ont fait, et chaque élément de cette tapisserie soigneusement tissée de tromperie est en train de s'effondrer parce que les gens disent à la vérité. C'est pour cela que la liberté d'expression est importante, n'est-ce pas? C'est pour cela que c'est la première chose qu'ils veulent attaquer, parce que la vérité, lorsqu'elle est dite, c'est le Christ. Le Christ, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est aussi puissant que cela, et c'est quelque chose dont il faut s'émerveiller, s'étonner de les voir paniquer. Et ils veulent que nous arrêtions de parler, que nous cessions de communiquer et que nous mettions fin aux communications. Cela vous montre la puissance, la véritable puissance du Christ. Je dirais, pour conclure et en revenant à la France, si j'ai trouvé le pénis de Brigitte, je trouverai qui a tué Charlie Kirk. On se retrouve demain.